Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, une personne nous fait l'amitié et l'honneur de sa présence, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Une personne avec qui nous animons le rendez-vous Ciné-Sams. C'est la vice-présidente de la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg, Sylvie Albecker. Bonjour, chère Sylvie. Vous Bonjour. voyez, en général, j'ai un côté garnement, donc j'adore vous faire applaudir quand il y a le public, mais nous sommes dans une salle vide. Mais vraiment, je tiens à le dire, non seulement c'est un puits de savoir pour ce qui concerne la peinture, Sylvie Albecker, mais c'est aussi quelqu'un qui a une intelligence, une subtilité, une élégance d'analyse et une capacité à mettre en perspective la peinture avec d'autres modes d'expression artistique comme le septième art, c'est-à-dire le cinéma. Alors, chère Sylvie, euh, d'abord parce que nous sommes tous des êtres humains, d'une part, et que d'autre part nous sommes des citoyens. Euh, Avec vous, on a même, j'allais dire la chance, c'est avec de l'humour noir, mais nous sommes confrontés à une deuxième vague de confinement. Quelles sont, en tant que citoyenne, et vous êtes aussi dans le domaine de la santé, quelles sont vos réflexions sur cette période qui est tout de même, il faut bien le dire, éprouvante et en plus sidérante parce qu'on a l'impression de s'installer dans la durée là où on pensait que c'était provisoire. Oui, donc si vous me demandez par rapport à tout ce qui est culturel, je dirais que pour moi c'est une catastrophe. Je tourne le bouton du son D'accord, pour que... Voilà. parce que j'aime beaucoup aller au cinéma, aller au théâtre, aller au concert, écouter des conférences. Donc pour moi c'est vraiment catastrophique. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si ce n'est que moi je pense qu'on pourrait peut-être travailler là-dessus, tout comme les librairies qui sont fermées. Je vois la médiathèque aussi, ça a l'air très compliqué. Enfin, vraiment, je suis très. Oui, c'est quelque chose qui porte sur mon moral, absolument. Ouais. Voilà. Mais contre mauvaise fortune, il faut Voilà. faire le dos rond Voilà. et avoir le bon cœur en plus quand c'est possible. Alors, chère Sylvie, avec vous, on développe, et on a encore eu l'occasion de le faire en octobre, les rendez-vous qui sont appelés Ciné-Sams, euh, sur cette relation entre la peinture et le cinéma. Euh, Quelles sont vos réflexions? Alors, mes réflexions, c'est que, en fait, j'ai vu l'une ou l'autre exposition il y a quelques temps là autour et j'ai aussi réfléchi. Et donc, j'ai pensé, quand vous m'avez posé la question, j'ai pensé à cette apparition de photos très, très serrées qui ont été réalisées par Muybridge et puis par Marais, c'est-à-dire qui ont démarré au mi-temps du 19e siècle. C'est le moment où la photographie peu à peu va prendre son envol et qui a marqué beaucoup l'art et la peinture. Je pense que ça dit quelque chose à un certain nombre de spectateurs. C'est pour la première fois qu'on peut voir tous les mouvements, par exemple, d'un cheval au galop, ou bien d'une personne qui descend un escalier ou qui réalise un certain nombre d'activités. Et ainsi, les spectateurs et beaucoup d'artistes peuvent voir un certain nombre de choses. Et par exemple, un peintre comme Meissonnier a été très frappé par cela et a changé des attitudes de ses chevaux. Quelqu'un comme Rodin a aussi beaucoup regardé les travaux de Muybridge et de Marais. Et puis quelqu'un comme Whistler et Degas. Degas, pour ses danseuses, s'est beaucoup inspiré de ce qu'avaient réalisé ces deux artistes. Alors il y a aussi un autre dialogue qui se fait parce que c'est l'idée du temps qui entre dans les œuvres, hein, quelque part, donc c'est déjà arrivé bien avant, mais une des façons d'entrer dans le temps, c'est peut-être Monet qui débute avec ses 40 cathédrales de Rouen. 40 cathédrales de Rouen, à différents moments de la journée. C'est à peu près toujours le même endroit qu'il peint, où c'est sa façon à lui de faire entrer le temps dans la peinture. Et puis on peut comme ça avoir aussi un parallèle
entre ce que réalisent les frères Lumière en 1895, où on voit arriver un train dans la gare de La Ciotat. Et puis on peut faire un parallèle avec cette idée de modernité aussi qui a frappé Monet, puisque Monet aussi représente 12 fois la gare Saint-Lazare à différents moments sur différents quais où on voit faire entrer le progrès dans la peinture avec l'animation des gens, avec aussi cette réflexion entre ce qui est au niveau de la gare et ce qui se passe autour, puisque il travaille à la gare Saint-Lazare, qui est dans le nouveau quartier de l'Europe, qui est créé au moment du Second Empire, et où on voit des bâtiments qui se construisent, une vie qui arrive, et des artistes qui vont s'installer là, comme Gustave Caillebotte, qui va aussi représenter le pont de l'Europe, où passent des trains en dessous, donc il va se rencontrer aussi dans la modernité. Et puis vous avez Édouard Manet, qui représente aussi une gare, mais il n'est pas dans la gare, il est à l'extérieur de la gare, où on voit une dame qui regarde le spectateur, qui est Valentine Meurant, qui est une de ses anciennes maîtresses, celle qui a aussi posé pour le déjeuner sur l'herbe, et qui a à côté d'elle une fillette qui ne nous regarde pas, qui regarde derrière une grille la fumée dégagée par les trains. Et vous avez ici vraiment quelque chose qui est, je pense, parallèle entre cette recherche des frères Lumière autour du train et puis ces artistes qui représentent les choses. Voilà. Donc ça, c'est une façon aussi, entre cinéma et art, tout ce qui peut se passer à la fin du 19e siècle. Alors, chère Sylvie, pour éclairer ou pour rafraîchir la mémoire de notre cher public qui suit toujours ces conversations avec beaucoup d'intérêt, vous avez évoqué Marais et Muybridge. Disons que Marais est celui qui est un Français d'ailleurs, qui a inventé le fusil photographique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il prend plusieurs photos dans la succession comme des coups de feu, quoi, en déclenchant son fusil photographique, et il arrive à voir donc effectivement à saisir sur image fixe l'évolution du mouvement. Et Muybridge, lui, il avait disposé toute une série d'appareils photographiques avec des ficelles qui déclenchaient chaque fois qu'elles étaient tirées par un animal ou un être vivant qui courait, qui déclenchait le photographe. Donc c'est grâce à Muybridge qu'on s'est rendu compte d'ailleurs que lors de galop d'un cheval, le cheval n'a jamais les 4 pieds qui sont en même temps en l'air. Il y a toujours un pied qui repose sur le sol, parce que dans la peinture, on voyait certaines représentations avant de galop où les 4 fers, si je puis dire, du cheval sont en l'air. Et comme vous avez évoqué formidablement bien Monet, les 40 cathédrales de Rouen, eh bien c'est une façon de saisir l'évolution du temps, puisque le soleil bouge avec l'heure, le temps, et donc l'éclairage change aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Et ce que je voudrais dire encore, c'est que le paradoxe du cinéma et du cinématographe, vous avez évoqué les frères Lumière, c'est que c'est toujours des images fixes, mais à partir du moment où elles défilent à un certain rythme, aujourd'hui c'est l'équivalent de 24 images à la seconde, à l'époque c'était 19 ou 20 images, c'est pour ça que les images du début du XXe siècle sont toujours un peu plus saccadées, parce qu'il y en avait un peu moins. Eh bien c'est que des images fixes que l'on voit. Et des filmologues avaient dit que c'était lié à une capacité du cerveau, qu'ils ont appelé l'effet Phi, qui est de recréer l'impression de mouvement à partir du moment où il perçoit, défilant à un certain rythme, des images fixes. Donc on ne voit pas le mouvement, on recrée le mouvement par nos modes de perception et les facultés de notre cerveau, qui que ce soit, quoi. Ce n'est pas lié à des qualités personnelles particulières des uns et des autres. Alors, donc, il y a aussi un rôle de la photo, évidemment, qui a influencé les peintres. Et puis, évidemment, quand la photo s'intéresse au mouvement, ça a encore plus influencé, comme vous l'avez dit, les peintres.
Oui, et il y a aussi encore d'autres choses, hein. Il y a des artistes, par exemple, c'est tout à fait intéressant, des artistes comme Fernand Léger, qui, bon, c'est un peu plus tard, qui lui est complètement, il voit un film de Chaplin, Les temps modernes, et ça frappe vraiment son imagination, et il va reprendre ces idées-là, et puis au niveau plutôt donc ce qui se passe en France, il va travailler avec Abel Gance qui va réaliser un film qui s'appelle La Roue et il va, enfin, Fernand Léger va faire l'affiche et puis il va travailler aussi avec, Marcel L'Herbier oui, pour ce film, je ne sais plus le nom de ce film, où justement il travaille aussi pour faire rentrer dans la vie, dans la vie populaire, ces idées d'image, de progrès et d'amélioration d'amélioration de la vie qu'il pouvait imaginer. Et ça se sera repris ensuite par les Russes, avec pendant une période qui est relativement courte, puisque c'est entre 1917 et 1929, parce qu'à partir de 1929, vous avez Staline qui prend la glaciation, la glaciation totale. Et là, il y avait une exposition qui était très intéressante au Grand Palais, justement, autour de cela. Et puis, donc, au moment de cette période-là, on voit aussi toute une imagination d'artistes qui donnent le communisme avec constructivisme, Rodchenko et Mayakovsky, qui aussi essayent de faire rentrer par des films, par de la peinture, quelque part abstraite ou cubiste en tout cas, quelque chose de populaire dans la vie de ces personnes qui ne connaissaient rien à l'art, hein, quelque part. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, quelqu'un qui va beaucoup réfléchir là-dessus, c'est certainement quelqu'un que vous connaissez, Canudo, qui va appeler le cinéma le 7e art, pour dire que c'est au travers du cinéma qu'un certain nombre d'arts se retrouvent et sont traduits. Et ça interpelle aussi Fernand Léger. Hein, donc, c'est quelque chose qui est très prégnant et très intéressant, je pense, dans l'évolution et de l'art et du cinéma. Hein. Parce que ça, c'est l'idée du cubisme. Alors l'abstraction, elle a eu moins de traduction dans le cinéma. Il y a eu quelques essais pendant le futurisme italien, dans les années 1912, où des artistes vont se mettre à... il y a Cora, par exemple, qui peint sur la pellicule, pour montrer un peu des choses, mais bon, c'est plutôt artisanal. Et puis, l'abstraction ne va pas donner tellement grand-chose. Il va y avoir quelques films abstraits, entre guillemets, en Allemagne au début des années 20. Mais surtout, ce qui va plus marquer les esprits, c'est l'expressionnisme. L'expressionnisme, donc, en peinture, qui est terminé, mais qui va se retrouver quand même dans les réalisations de films allemands, après-guerre, parce que face à Hollywood, les Allemands n'ont pas de moyens, n'ont plus de moyens après cette guerre, alors qu'ils étaient très avancés au point de vue technologique. Oui, c'était la UFA. Absolument. Qui va reprendre alors le côté expressionniste avec, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc des décors qui sont peints de façon un peu aussi cubiste, très simplificatrice, avec le docteur Mabuse, avec Calgary, enfin, c'est des choses qui sont réalisées là et puis qui interpellent et qui vont donner ensuite les films d'épouvante hein, qu'on voit maintenant. C'est quelque chose qui donne quelque chose. Alors que l'art abstrait, non, ne donne rien. Mais enfin, on voit qu'il y a chaque fois un apport de l'un par rapport à l'autre pour avancer. Mais ce qui est, c'est le cabinet du docteur Caligari pour l'expressionnisme, tous les films allemands où on joue sur les noirs et blancs, et puis notamment Nosferatu de Murnau, qui est le début du véritable film d'épouvante. C'est un fantôme, un vampire qui... voilà. Tout à fait, oui. Et dans ce film, il y a la belle expression, passer le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre, dans le Nosferatu de Murnau, qui date de 1922. Et vous avez évoqué une période qui était une période extraordinaire, au fond, d'expérimentation d'un véritable laboratoire, une fabrique d'expériences, pourrait-on dire, qui est la période des années 20 et début des années 30. Ensuite, avec le stalinisme d'une part, avec le nazisme et l'arrivée des différents
différents totalitarismes. Juste une petite, il ne s'agit pas de justifier du tout, parce que c'était aussi un régime abject et criminel. Celui qui a été le moins glaçant, si vous voulez, pour le domaine de l'art, ça a été le fascisme italien, puisqu'il a maintenu un peu l'expérience. Il a d'ailleurs propulsé en avant les futuristes italiens, les Marinetti et autres. On le retrouve dans une architecture, par exemple, qui est assez moderniste et assez audacieuse. Oui, et quand on parle de ça, je rebondis au point de vue Russie, puisque, enfin URSS, je pense aussi quand même au cadrage extrêmement moderne et quelque part aussi inspiré certainement par l'art d'Eisenstein dans Oui. le Cuirassé Potemkin, sur ce grand escalier d'Odessa, Oui. où on voit tout ce qui se passe là, mais ça c'est encore avant 1929. Hein, donc Oui, c'est... Le cinéma soviétique était, à mon sens, la première cinématographie du monde. Ils avaient peu de moyens, mais il y avait des jeunes qui étaient pleins de dynamisme Oui. et d'appétit. Ça a donné Eisenstein, Pudovkin, Dziga Vertov, qui a aussi fait des choses extraordinaires. Et puisque vous avez évoqué Eisenstein, ce qui est formidable, c'est qu'il y a un peu comme la décomposition à travers Muybridge ou Marais du mouvement, Oui. il y a une dilatation du temps, parce que cet épisode ou ce moment de la descente des escaliers d'Odessa est dilaté dans le temps, parce que ce n'est pas une reproduction naturaliste, une représentation naturaliste, on étend le temps, on essaye de... Et d'une certaine manière, c'est déjà le ralenti, par anticipation, quoi, sans qu'on voit des gens marcher au ralenti, mais cette dilatation du temps est quelque chose qui est assez fascinant et extraordinaire. Oui. Et je pense aussi au surréalisme qui est aussi présent dans le cinéma, avec donc on a Le Chien voilà, en 29, et puis vous avez aussi Geneviève Dulac Oui. hein, qui réalise, je ne sais plus le nom de ce film, où aussi voilà, il y a cette idée surréaliste, et puis Le sang du poète de Jean Cocteau. Oui. Donc puis je veux dire, mais ce sont des périodes qui ne durent pas, hein, où c'est un petit passage. Et puis ce qui se passe aussi, c'est, bon maintenant c'est plus récent, c'est le geste artistique, avec des films intéressants comme celui qui a peint Renoir et Monet, c'était Sacha Guitry. Oui. Et c'est intéressant parce que Frédéric Rossif a repris dans les années 50 avec Sacha Guitry, puisque Renoir était mort depuis longtemps, le film qu'il avait fait avec, Oui. et puis avec les commentaires de Sacha Guitry, voir par rapport à ce geste artistique qu'il avait peint. Et puis vous avez Piala avec Van Gogh aussi, qui est Oui. très intéressant. Oui. La Belle Noiseuse Oui. avec de Rivette, où aussi il s'interroge sur ce geste artistique. Enfin voilà, il y a des choses qui se font. Enfin, l'art et le cinéma sont très imbriqués en fait. Hein. Vous avez évoqué Van Gogh de Piala, on pourra peut-être le montrer, je l'espère, dans une des prochaines séances tout à fait. de Ciné-Sab. Et nous sommes très loin de ce que je vous avais dit que je n'aime pas, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose de systématique autour d'un peintre, d'un artiste, voilà, on fait tout le temps les mêmes choses. Là, c'est tout à fait différent. Ce sont des créateurs qui réalisent quelque chose. Il y a aussi un film qui s'appelait Splash autour de David Hockney, où c'est tout à fait différent, c'est tout à fait autre chose. Et ça c'est intéressant pour le cinéma et pour l'art. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez évoqué quelque chose. Oui, en vous écoutant, je buvais du petit lait et du miel. Et puis je me suis dit, c'est la première fois que je me dis ça, que peut-être, vous savez, dans les représentations de Picasso, où il représente un visage dessiné, c'est le fumeur de cigares, hein, qui tous, je m'en excuse, qui dessine à la fois de face et de profil. Au fond, c'est quelque chose qui est du ressort du panoramique, puisque le panoramique tourne autour, et du temps, pivote, et voilà, du temps, et du temps, voilà. Et du temps. Alors, vous avez évoqué l'art abstrait. Est-ce que, au fond, cet art abstrait n'a pas abouti à ce qu'on appelle, pour utiliser des gros mots philosophiques, ça c'est pour faire un télo, il suffirait de dire impasse, mais on parle d'aporie, ça fait tout de suite plus
sérieux pour les snobs. Est-ce que c'est pas une impasse dans laquelle se retrouve au fond, a abouti toute cette expérimentation de l'art abstrait, Ah, vous parlez maintenant au point de vue des artistes? de la peinture, oui, des artistes. Ah, moi je ne pense pas que ce soit. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait, pendant un moment, on n'a plus parlé que de l'abstraction. Les peintres qui n'avaient pas fait l'abstraction étaient considérés comme des nuls, hein. Je Ouais. pense par exemple à Bonnard, qui pour moi est un très grand peintre. Ouais. Et ben c'est voilà, comme il n'avait pas choisi l'abstraction, et ben ça n'intéressait pas. Non, ce que je pense qu'on peut dire, c'est que parce qu'il y a l'expressionnisme abstrait américain, qui est une très grande choses magnifiques qui sont faites là et qui sont réalisées. Je pense que c'est une autre voie. C'est une autre voie. Ouais. Voilà, mais je ne pense pas que ce soit une impasse. Ah non, pas du tout. Et quand vous parliez de Picasso, ça me revient, il y a ce magnifique film de Clouseau Oui. autour de Le mystère le mystère Picasso. Picasso, qui est là aussi autour de la façon de peindre, de réaliser. Est-ce qu'on l'a des choses. montré en cinéma? Non, ben non, justement, Ah c'est ben ça voilà. qu'on peut- Voilà, voilà, non, Voilà, il y a déjà 2 idées ouais, de films ouais, pour les futures séances du Ouais. Ciné-Sams. Mais vous avez évoqué les années 20-30, qui étaient quand même des années de laboratoire, de fabrique d'expérience et ou d'expérimentation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans le domaine de la peinture, vous voyez aussi foisonner une dynamique d'expérimentation ou ça s'est un peu atténué? Ah non, je pense qu'il y a une dynamique, chacun le fait à sa façon, hein. Moi, j'ai une très grande admiration pour Richter, ou pour Oui. comment est-ce qu'il s'appelle aussi, l'allemand, je trouve magnifique ce qu'il fait. Richter, à qui on a consacré Tout à fait. tout à l'œuvre fait. sans auteur. Voilà, l'œuvre mais sans auteur qui était, bon, alors c'était en 2 temps, oui. l'histoire surtout Ouais. de sa vie, Son un petit pavé, peu, hein. oui. C'est pas de sa vie, mais il faut que je retrouve le nom de cet artiste là, qui est magnifique et puis qui est toujours en train, qui a une grande biennale au Grand Palais autour de lui. Mais ça viendra. Bon. Et donc, je voudrais peut-être qu'on parle un peu plus spécifiquement de cinéma. Après tout, on est dans un lieu qui est une des 6 plus anciennes salles de cinéma du monde, toujours en activité dans son cadre d'origine, comme on peut le voir. Je voudrais vous poser une question en espérant qu'elle n'est pas indiscrète, mais dans votre enfance, quels sont les tout premiers films qui vous ont marqué, vous, à titre personnel? Alors vous m'avez un petit peu parlé de ça avant et j'ai un petit peu réfléchi et paradoxalement c'est le premier film auquel je pense en fin de compte, je l'ai vu à la télévision. Mes parents venaient d'acheter un poste de télévision et j'avais vu quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était du théâtre filmé. Oui. C'était La Reine morte de Monterland. Ah oui. Avec Geneviève Casil qui était la Reine morte. Et je me souviens de ce film avec Gérard Philippe. Et je crois que c'était Gérard Philippe qui jouait. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué comme enfant, parce que j'étais pas très âgée. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Bon, sinon, je suis allée voir les films pour enfants, les Walt Disney, enfin voilà, ça c'était pas. Mais ça, c'est un film qui m'a. Et puis, un autre film qui m'avait marqué aussi, j'étais plus jeune, c'était Le Grand Môle. Ah oui. Le Grand Môle, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, tout ce qui avait trait à la guerre d'Algérie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a. On ne parlait pas du tout de la guerre d'Algérie chez moi, et c'est quelque chose qui m'a complètement ouvert les yeux. Je me souviens de films comme Mektoub, Avoir 20 ans dans les Aurès, Élise ou La Vraie Vie. Ce sont des films qui m'ont marqué, alors que je n'étais pas très engagée politiquement, mais c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Ça. Et vous avez vu aussi La Bataille d'Alger, alors qui est un film de Pontecorvo. Oui, absolument, absolument. Mais qui a été interdit puis montré tardivement. Oui, Enfin, mais fin des c'est années plutôt, 60. je pense que avoir 20 ans dans les Aurès, c'est Oui. quelque chose c'est un film qui m'a beaucoup marqué aussi. Oui. Mais c'est un film qui a été fait une vingtaine d'années après la Oui, fin de la guerre non, d'Algérie, c'est sûr. le retard C'est du sûr. cinéma français, alors qu'il faut reconnaître aux Américains, à la belle époque d'un cinéma engagé de Hollywood, la guerre du Vietnam a été traitée même avant la fin de la guerre. Oui, oui. Alors que ce soir, je crois qu'à la télévision va être projeté Muriel, de très beau film de Alain Resnais, qui date de 1962, mais il y a une allusion toute timide à la guerre d'Algérie. Oui. Alors que c'est quand même quelque chose qui a traumatisé et marqué la société française.
plus la société algérienne, puisqu'il y a eu près d'un million, ou en tout cas des centaines de milliers de morts. C'est bizarrement en France, il y a une certaine timidité ou pudeur, réticence à parler des choses directes, et c'est tout au mérite du réalisateur du film Avoir 20 ans dans les Aurès, qui est quand même un film courageux et qui a marqué. Et alors, donc aujourd'hui, vos films préférés ou qui vous ont marqué Moi, j'aime beaucoup le cinéma, donc je ne sais pas s'il y a plus qu'un film qui me marque plus que d'autres. Moi, j'ai bien aimé le Richter, là, j'ai trouvé que c'était... L'œuvre sans auteur. Oui, l'œuvre sans et auteur deux, aussi. oui. Et puis c'est aussi le rapport entre un artiste et puis ce qui reste de miasme en Allemagne avec le nazisme. C'est quelque chose qui pour moi est très parlant parce que bon, personnellement, familialement, j'ai eu justement peut-être des questionnements par rapport à cela. Et ça, c'est quelque chose, c'est un film que je trouvais poser relativement bien les problèmes aussi, hein, pour voir les choses. Parce que maintenant, si vous me demandez un titre, vous voyez, je ne pourrais même pas vous dire qu'est-ce qui m'a... Ah oui, mais c'est une question au pied levé aussi, oui. donc, parce que quand on voit beaucoup de films, c'est toujours beaucoup plus difficile Difficile de de faire répondre. un choix. Quels sont les 10 films avec lesquels tu vas sur une île déserte et puis tu restes 5 ans en solitude, confiné, quoi. C'est pas évident de le dire, surtout quand on aime beaucoup le cinéma, comme c'est votre cas. Et vos peintres qui, vous, personnellement, vous marquent le plus? Toute période confondue. Oui, mais j'aime beaucoup la peinture, donc il y a de très belles choses de Guido Reni, j'aime certaines choses vraiment beaucoup. De qui vous pouvez le Guido Reni. Voilà, Guido Reni pour Guido Reni, oui, il y a des choses public. que j'aime beaucoup. Oui, j'aime bien ce siècle, ce XVIIe siècle, aussi un peu l'atticisme parisien, que ce soit aussi avec Poussin. C'est un peintre que j'aime beaucoup. Et puis j'aime aussi beaucoup l'expressionnisme abstrait américain. J'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup Pollock, par exemple. Je suis un petit peu éclectique. Hein. J'aime beaucoup Matisse. Vraiment, Henri Matisse, c'est vraiment un très grand peintre pour moi. J'aime beaucoup Richter, donc ça c'est vrai aussi. Pas tout ce qu'il fait, mais un certain nombre de choses qui me touchent beaucoup. Puis, vous savez, ça, je ne vais pas sortir tout mon chapeau. Du côté de l'Italie, le Caravage, par exemple, qui était un voyou, hein, donc, comme individu, mais qui est un génie. Oui, tout à fait, c'est un génie, tout à fait. Mais si vous me demandez sentimentalement, Guido Reni vit au même moment, hein, il y a des choses que je préfère. Mais enfin, si vous me demandez au point de vue choix, mais c'est vrai que c'est un très très grand artiste, hein, Caravage. Il n'y a pas d'histoire par rapport à ça. Hein. Comme j'aime aussi beaucoup Simon Vouet, je trouve qu'il y a de très belles choses de Simon Vouet qui sont réalisées. Ce sont aussi des gens qui ont passé, ou Valentin de Boulogne, qui sont passés par Rome, qui ont connu aussi Caravage. Donc voilà. Et Véronèse, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ça c'est Venise, bien sûr. Ah oui, Titien, comment faire sans Titien, ça c'est vrai aussi. Hein. Véronèse, absolument, tout à fait. Et Tintoret, hein, ce sont les trois qui se battent. Et puis Lorenzo Lotto qui n'a pas la place et qui s'en va dans les marches parce qu'il n'y a plus assez de commandes. Oui, bien sûr. Vous savez, on pourrait en citer tellement des peintres. Mais alors, juste une question, vous qui êtes la société, enfin vice-présidente de la Société des Arts et des Musées, on a reçu aussi Paul Lang, dans nos conversations. Et donc, c'est juste un coup de pied malencontreux qui a fait vibrer la caméra, et non pas une expérience géothermique, puisque Strasbourg bouge actuellement, malheureusement, à cause d'expérimentation géothermique, de perforation du sous-sol. Il y a quelque chose qui, paradoxalement, est aussi un peu semblable entre la peinture aujourd'hui et le cinéma, c'est qu'il y a une dimension économique, il y a le marché, au fond. C'est le marché qui conditionne donc la production, donc les capacités de financement, qui détermine et influence en grande partie l'exercice de la création cinématographique. Et c'est aussi le marché qui aussi conditionne la peinture.
Au fond, la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi peint-on aujourd'hui? Pourquoi? Pour de l'argent? Enfin, je pense qu'il y a plusieurs réponses, mais J'avais une fois lu un article comme quoi un certain nombre de jeunes artistes, entre guillemets, américains, s'installaient comme peintres, bon, et puis voyaient au bout d'un certain nombre d'années si ça rapportait assez. Et si ça ne rapportait pas, ils arrêtaient et puis ils allaient faire autre chose. Donc ça c'est pas les vrais, ouais. ça c'est sûr. Mais je pense qu'un artiste qui est au fond de l'âme artiste, oui, il va continuer avec. Bon, il faut effectivement quand même pouvoir vivre à peu près de ses œuvres, mais enfin, je pense qu'on arrive quand même à vivre à peu près de ses œuvres. Maintenant, les tout grands artistes, Richter par exemple, je ne sais pas combien, c'est une immense étoile, somme astronomique, hein, c'est quelque chose qui sont. Oui. Mais je n'aime pas tout chez Richter, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très très bien, par exemple. Mais voilà, c'est maintenant le prix des toiles, et puis c'est des questions de mode aussi. Hein. Voilà, on parlait aussi de, par exemple, Georges de Latour, qui est un merveilleux peintre aussi. Mais ben, pendant des années, ses peintures ne valaient rien, parce que voilà, il n'était plus de la mode. Hein. Ça aussi, c'est une question de mode. Moi, je vois aussi des peintres dont on avait plus entendu parler, bon, qui maintenant ressortent, des gens comme aux enfants, c'est un peintre cubiste aussi. Bon, voilà, il y a des gens qui ressortent d'un certain oubli. C'est très, très variable. Et puis ce qui a pu plaire ne plaît plus. Enfin, la mode est très, très, très changeante. Hein. Et puis bon, on est aussi dans une société où les gens font. Hein, ils font. On a fait Poussin, on a fait. Voilà, on va à des expositions. D'ailleurs, l'exposition Poussin qu'il y avait eu au Louvre, qui était très intéressante, ça a très mal marché parce que c'était pas quelqu'un d'assez intéressant. Mais par contre, quand on a des peintures de Rembrandt, qui est un peintre magnifique, bien sûr, là, on se bat. C'est aussi un petit peu ça le problème, c'est que les gens vont faire des grands noms, Vinci, on se bat. Enfin, moi, ce sont même des expositions, moi, je n'ai même pas mis les pieds parce que on ne va plus voir l'artiste, hein, on voit des magmas de gens, et puis voilà, je trouve que c'est assez consternant, quoi. Donc, voilà. Alors, je voudrais vous poser deux questions supplémentaires. La première, bon, c'est un peu une banalité ce que je vais dire, mais la création artistique, et c'est valable pour la peinture, pour la littérature, pour le cinéma, pour tous les domaines artistiques, c'est arriver à arracher de l'inexistant les formes d'une création qui se concrétise, c'est-à-dire ce qui est porté virtuellement dans l'absence d'existence prend forme et devient quelque chose qui se présente à nos yeux ou à notre esprit et en tout cas à nos émotions. Et qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un comme Banksy? Parce que, au fond, c'est l'inexistant dont on arrache une des formes, alors que Banksy, lui, c'est un existant qu'il s'amuse à essayer de détruire, partiellement. Oui, ben écoutez, pas grand-chose. Pourquoi vous dites ça en me regardant? Non, mais enfin, vous me posez la question. Pour ma question. Mais bon, moi, c'est pas ce que pense Sylvia Becker qui a de l'importance sur ce que fait Banksy. Non, moi, ça ne... Ça vous touche pas? Non, c'est quelque part la scolastique de l'art contemporain. C'est un peu, oui, la provocation. Oui, bon, ça me dit rien. Ouais. Et les expositions, les galeries, où là c'est surtout du lien économique qui en place, ou des manifestations style Strasart ou à Bâle, il y a aussi des manifestations de ce genre qui font brasser aussi tout un courant économique. Dans cette période de Covid, les expositions, c'est du lien social, c'est-à-dire que c'est présenter un parcours à un public. Or, aujourd'hui, les musées sont fermés, autant que je sache, comme malheureusement les salles de cinéma. Quelles sont les ripostes temporaires qu'on peut faire, d'après vous, dans ce
contexte de blocage de la participation physique du public. Non, je pense qu'on a beaucoup de chance, hein, c'est-à-dire qu'on a Oui. beaucoup de chance à notre époque, parce Oui. qu'on peut, quand même, on peut retrouver beaucoup de choses passionnantes, intéressantes, au niveau, je vois par exemple Arte, hein, fait Oui. beaucoup on peut retrouver vraiment des films qui sont réalisés autour d'œuvres, autour d'artistes, et puis voilà, enfin, enfin, moi je trouve que quand même, il n'y a pas ce lien social là, mais quand même, vous pouvez voir beaucoup de choses. Hein. Ah oui, moi, je pense quand même que de ce côté-là, on n'est pas trop dépourvu. C'est pas. Voilà, si vous me demandez. Ben, je vous remercie, je crois que le temps a filé, on ne le sent pas passer le temps grâce à vous, chère Sylvie, et toutes les choses passionnantes que vous dites. Alors, pendant que je vous remercie, je vous laisse le soin de réfléchir au mot de la fin, que je vous demande de bien vouloir prononcer. Mais une fois de plus, je suis très heureux que vous nous ayez fait l'amitié et l'honneur de nous accorder cette conversation et de vous dire que pour moi en tout cas, et je pense que pour nos spectatrices et nos spectateurs, c'est un grand moment de plaisir euh, d'entendre des propos de l'intelligence de ceux que vous avez bien voulu nous proposer. Vous avez le mot de la fin, chère Sylvie. Mais justement, je pensais à un musicien de la fin du 19e siècle qui jouait dans des. Enfin, dont les œuvres étaient jouées ou dans des salons. Et puis il y a une dame qui vient vers lui et qui lui dit vous savez, maître, je n'aime absolument pas Brahms. Il lui répond madame, ça n'a aucune importance. Donc. Ce que je peux penser n'a pas grande importance par rapport à la grande histoire de l'art, de ce qui peut-être. Voilà, c'est ça le mot de la fin que je pourrais dire. Ouais. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Et pourtant, c'est ce point de vue qui ne prétend pas avoir de l'importance, qui est absolument indispensable pour faire vivre et pour établir le contact entre les œuvres d'art et le public. Donc c'est en fait très important que d'avoir la prétention de ne pas être important. Voilà. Merci beaucoup, chère Sylvie. À très bientôt. En tout cas, dans les séances de Ciné-Sams. Et en attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de tous les vôtres, et beaucoup de courage, de résilience aussi. Mais il ne faut pas perdre le moral, il faut se battre, et se battre encore, se battre toujours, pour écarter et puis tirer les leçons aussi de toute cette tempête virale. À très bientôt, merci, au revoir Sylvie.